Le thème qu'on m'a proposé de débattre aujourd'hui, c'est la censure a-t-elle réellement, vous voyez le petit réellement en italique, influencé la littérature québécoise. Alors, vous comprendrez que c'est une question assez difficile à débattre, c'est un cas assez difficile à prouver. Et ça, d'autant plus que j'ai, pendant de nombreuses années, donné le cours sur la censure et la littérature québécoise qui durait un bon 45 heures. Et là, j'ai 45 minutes. Donc, les plus malins vont faire un calcul de 1 heure à la minute, mais vous comprenez bien que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Je me suis demandé donc comment répondre de manière convenable, adéquate à une telle question. Et je n'ai rien trouvé de mieux, dans le sens positif du terme, là, rien trouvé de mieux, que de m'arrêter sur quelques cas qui vont à différents niveaux dans la chaîne, dans la production du livre, euh, démontrer, ou si ce n'est pas démontrer, au moins montrer l'influence de la censure sur les cas en question. Maintenant, est-ce que les cas font une raison, font une théorie? Peut-être pas, mais ça fera au moins un point de départ. Pour ça, vous aurez un bon dictionnaire pour aller approfondir ces cas-là. Mon point de vue, mon point de vue par rapport à la censure a été surtout historique. Je pense que Mathilde l'a bien relevé. Mais là, ce ne sera pas du tout un point de vue historique, ce sera plutôt une sélection à l'historique, sans tenir compte de la temporalité des différents cas, eu égard à cette question, la censure a-t-elle réellement influencé la littérature québécoise? Les avis à ce sujet sont partagés. André, vous avez la preuve ici. Euh, c'est, je vois que le papier existe encore. Il faut toujours revenir à une diapo, comme ça fait là. Vous avez ici deux citations, l'une d'André Bussier sur les visages de l'intolérance au Québec et qui prétend que on peut pas, c'est difficile d'imaginer, et je prends la citation, à quel point les citoyens pensants, les citoyens en quête d'une saine et équitable liberté d'esprit étouffaient, à quel point le système politico-religieux avait réussi à mettre en cage, à bâillonner l'esprit de la majorité silencieuse. Mais à côté de ça, vous avez un certain Gilles Paquet, dans Oublier la Révolution tranquille, qui, au contraire, prétend que euh, son expérience et ses lectures ne confirment, pas son expérience et lectures, sinon il manquerait un LT, mais vous comprenez, ne confirment en rien les fables. Pour lui, ce sont des fables, les fables qu'on a construites sur un régime politico-religieux de terreur, sur l'hégémonie de l'Église et sur notre intelligentsia ankylosée. Alors, ces deux personnages sont vraiment dos à dos quant à l'influence qu'aurait eu ce pouvoir religieux en général sur la société et de manière plus particulière sur l'Église, mais moi je prends pour André Lucier. Peut-être à cause de mon âge, parce que je sais ce que ça veut dire. Je ne dirais pas quand je suis né, mais j'ai connu une partie, le cul de la comète de ce régime, mais aussi parce que les recherches que j'ai faites m'ont convaincu qu'effectivement, ce système-là a lourdement pesé sur la littérature. Alors, à cette fin, j'ai divisé la présentation en trois, et c'est là que la feuille va vous suivre tout le long, le plan, en trois parties très simples, livre, auteur et quelques échecs. Et dans le cas de livre, je vais regarder des cas particuliers où l'imprimeur, l'éditeur, le diffuseur, ensuite l'auteur, l'autocensure, la signature, la fête d'emploi et l'exil, dans des cas où la censure a réellement influencé la production littéraire. Mais d'abord, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont eu finalement le texte sur l'index? Oui, vous avez tous lu assidûment, j'en suis convaincu. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que l'outil maître du clergé, c'était l'index, que sévit pendant 4 siècles et qui servait effectivement à bannir les œuvres et à excommunier leur auteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un livre soit mis à l'index par Rome, ce n'est pas l'évêque ici qui fait de ça, par Rome, il faut vraiment qu'un dossier soit acheminé au Vatican, qu'il soit examiné par la congrégation de l'index et qu'il soit effectivement mis à l'index. De telle sorte que, au Québec,
il n'y a eu que 3 ouvrages, pas 300, 3 ouvrages mis à l'index au sens strict. Il y a eu les 2 annuaires de l'Institut canadien pour 1868 et 69, et le clergé canadien, sa mission sur l'œuvre, malgré la beauté du titre, qui aussi a été mise à l'index. Les autres ouvrages, on le dit de manière abusive, ont été mis à l'index, mais c'est en vertu des lois de l'index qui permettent à un évêque dans un diocèse d'interdire une œuvre. Mais ce n'est pas monté à Rome. Je ne sais pas si vous connaissez le cas des demi-civilisés, Jean-Charles Arpin, 1934, vous allez le croiser dans l'exposition tantôt, en tout cas. Ça, on dit que ça a été mis à l'index par le cardinal Villeneuve, mais c'est des interdictions locales. Des mises à l'index, nommément au Québec, dans les ouvrages canadiens-français, il y en a eu 3. Il y avait aussi, pour contrôler les lectures, cet ineffable roman à lire et roman à proscrire de l'abbé Bethléem. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le roman Le Libraire, ici, de Gérard Bessette, qui met en scène, effectivement, entre autres, l'abbé Bethléem et Sage Homme, qui donnait une liste des ouvrages à ne pas lire. Et il y a eu aussi la revue Lecture qui, de 1946 à 1965, a donné des cotes morales à toutes les nouvelles publications au Québec et en France aussi, mais au Québec, toutes les publications y passaient ou presque. Donc, c'était différentes façons de baliser le territoire. L'index, la loi de l'index, les guides et finalement des revues comme la revue Lecture. Cela dit, commençons maintenant donc avec le livre et plus particulièrement l'imprimeur. Le premier cas que je vous soumets, c'est effectivement un cas où c'est l'imprimeur même qui a bloqué la publication d'un roman. Parce que, c'est en 1952, parce que les imprimeurs lisaient ce qu'ils imprimaient. Et l'imprimeur de l'éditeur Paul Michaud, qui était propriétaire ou directeur de l'Institut littéraire du Québec, a refusé un manuscrit de Jean-Charles Harvey pour des raisons de moralité. Donc, je dis, c'est l'imprimeur qui l'a refusé. Alors, l'éditeur Paul Michaud écrit à Jean-Charles Harvey, « Cher Monsieur Harvey, il m'en arrive une tuile sur la tête ce matin. Mon imprimeur refuse tout simplement d'imprimer votre ouvrage. Moralité. Je m'en allais là pour discuter du prix, du format, de la qualité. Il ne fut question de rien de tout ça, un refus poli mais catégorique. Donc, premier cas, un refus par l'imprimeur qui n'imprimait pas n'importe quoi. De telle sorte que Jean-Charles Harvey a dû reprendre son manuscrit. Le roman, c'est Les Paradis de sable en 1952. Je ne dirai pas chaque fois, mais il y a toujours ce dictionnaire de la censure qui a toujours une notice très détaillée sur ces questions-là. Alors, Jean-Charles Harvey a dû reprendre son manuscrit. Et ça, c'est l'avantage quand on a les différents états du texte. Ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas pour Jean-Charles Harvey. Son fonds est à l'Université de Sherbrooke. Il a dû reprendre son manuscrit. Dans la version finale, si je l'aidais à se dévêtir une à une, les pièces de son vêtement parfumé tombèrent à mes pieds. Sa beauté m'a paru plus réelle, plus parfaite, plus totale que je n'avais imaginé. Mais avant, il y avait entre les deux. Et quand elle fut là, toute nue, contre moi, avec ses seins jeunes et fermes, le creux de ses reins, le rebondissement splendide de ses hanches et de ses longues jambes, sa beauté, blablabla. Alors, la partie centrale est disparue et Harvey a beaucoup retravaillé son manuscrit pour que finalement, l'imprimeur finisse par l'accepter. Donc, premier cas, l'imprimeur qui se mêle de la création littéraire. Deuxième cas, l'éditeur. Mais là, c'est un éditeur qui va être victime de sa censure. Je ne sais pas si peut-être ne connaissez pas René Lévesque, peut-être ne connaissez pas Raymond Lévesque, le chanteur, chansonnier. Mais Raymond Lévesque, c'est le fils d'Albert Lévesque. Albert Lévesque était un éditeur majeur des années 30. Un éditeur majeur de littérature et de critique littéraire. Il y en aurait là à dire sur lui, mais je ne le trouve pas parce que le temps passe. Mais Albert Lévesque décide de fonder une nouvelle collection avant-gardiste qui s'appelle Les romans de la jeune génération. Il voulait sortir les romans du sillon de l'agriculture de l'époque, on est en 1930, et l'amener vers d'autres territoires, surtout des territoires de l'humain, de la psychologie. Alors, il écrivait, dans un but très louable, ça c'est Albert Lévesque, trouverait-on un éditeur assez audacieux pour prendre les risques de lancer de tels ouvrages, ces romans de la jeune génération, qui ne manqueraient pas de susciter une réaction?
nous avons été choisis comme instrument. C'est ainsi que la série des romans de la jeune génération compte aujourd'hui 4 volumes, auxquels viendront s'ajouter sans doute de nombreux petits frères. 2 de ces volumes, par exemple, c'est Dans les ombres et La chair décevante, qui sont des romans qu'on pourrait appeler des romans psychologiques. Mais je triche en disant roman psychologique parce que le genre du roman psychologique apparaît dans les années 40-50 au Québec. Mais Albert Lévesque voulait amener ce type de roman-là en 1930 et il a bien failli le faire jusqu'à ce que le clergé se mette contre lui. Et voici ce qu'il écrit à Louis Dantin, un de ses amis romains. Si les autorités ecclésiastiques de la province n'étaient pas déjà un peu prévenues contre ma maison depuis la publication des romans de la jeune génération, parce qu'il fait l'objet vraiment de pression de l'Église, je craindrais peut-être moins de prendre des risques. Cela vous explique pourquoi, après avoir payé d'audace, je veux pendant quelque temps, du moins, rentrer sous ma tente. Donc, morale de l'histoire, elle est assez claire de ce point de vue-là. La censure a influencé ici littéralement entre guillemets, un genre littéraire qu'on appelle plus souvent une série littéraire, un sous-genre, qui venait à se développer, mais qui a été interrompu par l'éditeur même en raison des pressions cléricales qu'il a eues. Je pourrais vous dire, on va faire un double clic sur chaque question, puis montrer quelles sont ces pressions-là. Vous comprendrez que c'est pas suspensionnel. La diffusion. Là aussi, la diffusion a pu influencer le cours de la littérature. Quand j'entends diffusion, on peut parler évidemment des bibliothécaires, des libraires, etc. Parlons ici des libraires. Encore Louis-Jean-Charles Harvey. Jean-Charles Harvey, il a été censuré toute sa vie. De Marcel Faure en 1922 jusqu'à La fille du silence en 1958. Il n'y a pas de ses ouvrages que mais il aimait ça, il pourrait. Mais en 1958, même son recueil de poésie a aussi été censuré. Mais ici, c'est le recueil de nouvelles paru en 1929, L'homme qui va, mais qui est philosophiquement douteux aux yeux de l'Église. Alors, il y a même des curés, et là, je rappelle qu'on est dans la diffusion. Il y a donc des prêtres qui ont décidé de pourrir les bibliothèques de Québec pour enlever les exemplaires des bibliothèques. Louis Dantin écrit à Alfred Desrochers, parce qu'il est au courant de ça, n'y a-t-il pas eu des prêtres zélés courant tout récemment les libraires de Québec, les librairies de Québec, pour faire enlever des vitrines L'homme qui va de Harvey? Et on se demande pourquoi la littérature canadienne reste étroite, mesquine et médiocre. J'insiste sur ça, étroite, mesquine et médiocre, parce qu'il ne faut pas juste enlever un livre. Il y avait une capacité de lecture, et pour Dantin, c'est une raison de cette étroitesse de la littérature québécoise, mais ça, j'y reviendrai à la toute fin. Donc, ça va de mal en pis. Par exemple, Jean-Charles Harvey, qui était l'auteur de L'homme qui va, écrit à Camille Roy, qui était le censeur, c'est pas vrai, mais le critique en chef des années 20-30. Un membre du clergé de Québec s'est permis, je ne sais au nom de qui et de quel droit, d'aller faire enlever mon volume de la vitrine de la librairie Garneau. Le bruit court même que quelques bigots auraient fait des démarches pour me mettre à l'index. Alors, pour Harvey, cette fois-ci, c'est vraiment la diffusion de son livre qui est en cause. L'auteur, l'autocensure. Parce que là, si tu veux le plan, le livre, c'est réglé. Mais je pense que vous avez compris les contraintes dans lesquelles je présente ça. Je me retiens pour ne pas raconter les anecdotes. Sinon, il n'y aura pas de lancement. Puis... on va là. L'auteur. D'abord, l'autocensure. C'est un des sujets les plus palpitants, l'autocensure, pour essayer de comprendre les effets réels du clergé sur la littérature. Mais comme je le disais tantôt, encore faut-il avoir des états du manuscrit. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, pas de trace, pas d'autocensure, c'est difficile de le savoir. Mais dans le cas qui vient, on était très gâtés. Il s'agit du roman Le débutant d'Arsène Bessette, qui est à lire absolument, même si c'est en 1914. C'est un roman étonnant pour son époque. C'est le premier roman inspiré entre autres par la franc-maçonnerie au Québec, mais c'est un roman qui critique l'éducation, le clergé, la religion. C'est un roman urbain, en même temps que paraissait Maria Chapdelaine. C'est un roman urbain au possible. C'est un roman étonnant que ce débutant d'Arsène Bessette, qui lui-même était franc-maçon. Or,
il est suspect, Arsène Bessette, justement parce qu'il a fait partie d'une liste qui a été divulguée 4 ans plus tôt, comme faisant partie de la franc-maçonnerie, cette société secrète, occulte, détestée par l'Église catholique. Alors, nous avons la chance d'avoir 2 états du manuscrit avant la publication de ce roman-là. 2 états du manuscrit qui sont aux archives à l'université, pas à l'université, à la Bibliothèque et Archives du Canada à Ottawa. Et je vais vous donner quelques exemples du travail d'autocensure, c'est clair, d'autocensure que Bessette a fait, sachant qu'il était non grata dans la communauté littéraire en raison du fait qu'il était franc-maçon et d'autres raisons aussi. Voici, par exemple, dans l'édition finale, vous avez ce qui suit. Si jamais il se marie, il prendra une femme plate, anémique, par esprit de pénitence. Ça fait un joli couple. Ils auront de beaux enfants. Avoir de beaux enfants, c'est-à-dire des enfants robustes et sains, bien peu songent à cela. L'on voit tous les jours se faire de tristes mariages et des couples qui font vraiment pitié dans cette bonne et pieuse province de Québec. Là, ça c'est la version publiée. Mais dans le manuscrit, c'était pas très beau. Si jamais il se marie, il prendra une femme plate, anémique, et pour ne point offenser Dieu en cédant des transports immodestes. Cela fera un joli couple. Cela fera un joli couple. Ils auront de beaux enfants. Avoir de beaux enfants, c'est-à-dire des enfants robustes et sains, bien peu songe à cela. Dans cette bonne et pieuse province de Québec, ça c'est le manuscrit. Tous les jours, il se fait des mariages monstrueux et des conjoints mal assortis, débiles, infirmes ou avariés, ne songent même pas qu'ils encourent de terribles responsabilités en rendant féconde leur union. Là, c'est la sacro-sainte institution du mariage qui a tenté d'enlever pour ne pas mettre trop. Les autres thèmes sont l'éducation, parce que Bessette, en bon franc-maçon, était pour une éducation laïque. Et le troisième thème, c'est, donne en mille, la sexualité. Voici la version finale. Oh, que vos bras sont beaux, madame, et quelles épaules! Ah, si j'étais un homme! Parce que madame est en train d'essayer un vêtement, elle se déshabille, et celle qui l'aide nous dit ceci: oh, que vos bras sont beaux, si j'étais un homme. Mais pendant ce temps-là, le personnage principal, Paul Milot, regarde par la fente de la pièce, puis la voit se déshabiller. Et ça, c'est dans le manuscrit. Oh, que vos bras sont beaux, madame, et quelles épaules! Le spectacle qui s'offrit à ses yeux, lui qui regarde là, par un interstice, le teint haletant pendant presque une demi-heure. La couturière enlevait le corsage en disant: j'avais bien pris mes mesures, madame. Je crois qu'il vous gêne un peu à cause de la flanelle. Mais quand il n'y aura qu'une chemise ajourée sur ces filets sournois qui pointent toujours, vous serez parfaitement à l'aise. Nous allons bien voir. Je vais ôter cette flanelle. Aidez-moi à dégrafer mon corset. Le corset fut aussitôt enlevé et la flanelle enlevée. 2 seins fermes d'une blancheur de lait apparurent très saillants, comme pour s'offrir. La couturière en fut elle-même ravie. Ah, si j'étais un homme. Donc, vous avez tout à fait le genre d'extrait que, par autocensure, Bessette a fait disparaître de son roman. Il y en a plein. Il y a un mémoire complet fait sur l'autocensure Arsène Bessette. Un autre cas d'autocensure fort intéressant, c'est celui de Marie Calimet. Si vous avez le goût de lire un deuxième roman, après que vous aurez lu Le Débutant ce soir, là, après le lancement, tout ça, si vous avez le goût de lire un autre roman étonnant, est-ce qu'il y en a pas déjà lu Marie Calimet? C'est bon. C'est excellent. Ben, ça, c'est gratuit comme information. Non, non, c'est un roman étonnant. C'est le roman, c'est le premier roman rabelaisien au Québec. Vraiment très, 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 très drôle, très amusant, truculent, écrit par Rodolphe Girard, qui était journaliste à la presse. Et Rodolphe Girard écrit Marie Calimet. C'est vraiment une sorte de mœurs de province. Marie Calimet, c'est la servante du curé. Il y avait toutes sortes d'histoires, d'aventures à cette chère Marie Calimet. Mais mal lui en pris à Rodolphe Girard, parce que son roman a été censuré dans des termes que je qualifierais de violents par Monseigneur Bruchézy, l'évêque de Montréal. Je viens de parcourir ce livre, j'en suis écœuré. C'est une œuvre aussi impie qu'immorale, produit d'un cerveau mal équilibré ou d'un cœur gâté.
Mais les choses ne doivent point en rester là. Voulez-vous avoir la bonté de me dire, il parle au directeur de la presse, le journal, voulez-vous avoir la bonté de me dire si M. Girard doit continuer de faire partie des rédacteurs ou des collaborateurs de votre journal? Eh bien oui, il sera congédié en raison de son roman. Rodolphe Girard fait et là, toujours dans l'autocensure, et là j'arrive à l'autocensure. Rodolphe Girard publie une deuxième édition de son roman en 1946. Une édition édulcorée, censurée, parce qu'aucun éditeur entre 1904 et 1946 n'a voulu le réimprimer. Alors, il publie une nouvelle version en 1946 qui est vraiment nettoyée de plusieurs éléments, entre autres liés à la sexualité, et un chapitre entier à la fin qui est complètement, il n'y a pas d'autre mot que scatologique, parce que possible amant de Marie Calumet est très frustré parce que c'est pas lui qui l'a aimé. Alors, elle épouse quelqu'un d'autre, mais lui, il met un produit de diarrhée dans toute le lunch des invités. Là. Tout le monde finit dans la merde. Littéralement, là, quand je dis là, scatologique, là, tout le monde glisse là-dedans. C'est énorme, c'est rapétien, c'est comme vous voudrez. Ça, c'est enlevé dans l'émission de 46. Mais voici la version à gauche de 1904 et l'autre de 1946. La nièce du curé, les joues en feu, éblouissantes, fit le tour de la table pour enlever les assiettes à soupe. Susan, comme elle se penchait par du curé Lefranc, celui-ci succomba à la tentation. Là, c'est le curé, là. Succomba à la tentation, laissant tomber par terre son couteau. Il laisse tomber par terre son couteau. Il se baissa pour le ramasser, mais en même temps, il saisit un mollet de la jeune fille avec une ténacité d'un bulldog qui ne lâche pas. Ça, c'est la version de 1904. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'était peut-être pas la bonne chose à écrire. En 1946, il écrit plutôt Enfant l'assiette à soupe du curé Lefranc. Elle fit tomber accidentellement son couteau. C'est pas le curé, là, c'est elle. L'autre curé le poignet au mollet de la jeune fille. Elle fit tomber accidentellement un couteau par terre. Elle se baissa pour le ramasser. Il avait fait le même mouvement, le remet se frôlait. Le prêtre sauveur de Saint-Antoine avait bien du mérite de résister à la tentation, plutôt que de lui prendre un mollet en 1904. Pleine de déférence pour un curé, Susan ne protesta pas quand il a la main sur son mollet, et du reste, le curé Lefranc, dit Leblanc, était encore fort mélange. Alors, c'est un cas d'autocensure, cette fois-ci, dans une réédition du texte. La signature. La signature, vous en doutez un peu, joue beaucoup pour réussir à contourner, éviter la censure, mais il ne faut pas tomber trop dans le panneau non plus parce qu'il y a beaucoup de pseudonymes au Québec, surtout entre 1910 et 1925-30, c'est une quasi-mode. Donc, il ne faut pas penser aussitôt qu'un pseudonyme, il s'agit de code d'autocensure ou de contournement de la censure. Et que si Lionel-Proux a écrit L'appel de la race sous le nom de Alonier de l'Estre, c'était pas parce qu'il y avait de la censure, c'est parce qu'il voulait séparer son travail de romancier de son travail d'historien. Et c'est pour ça qu'il a pris Alonier de l'Est, un des compagnons de son grand héros de l'art de l'homme. Donc, il faut toujours savoir quelle est la motivation derrière ça. Mais il en demeure pas moins qu'un certain Louis Dantin, duquel je pourrais parler longtemps, que j'aime beaucoup, lui avait décidé de publier certains poèmes, dont Chanson javanaise, qui est un long poème d'une quinzaine de pages sur son lien amoureux avec une jeune noire du nom de Fanny, mais transposée en poésie. Mais il écrit à son ami Alfred Desrochers. Alfred Desrochers, qui est à Sherbrooke, qui veut publier ce poème-là sur les presses de la Tribune. Il écrit à Alfred Desrochers « Si vous pouviez trouver un moyen de garder cet opus vraiment anonyme, je n'aurais pas d'objection personnelle à des éditions très limitées que vous projetez. Mais il faudrait pour cela beaucoup de précautions. Il faudrait laisser la brochure sans aucun nom d'auteur, pseudonyme ou autre. Le titre complet pourrait être Chanson javanaise, journal de Canadien errant, et je compterais sur votre discrétion absolue pour ne révéler l'auteur à personne. Cela deviendrait très tôt le secret de Polichinelle et causerait un scandale de tous les diables. Alors, Louis Dantin, même s'il habite à Boston, publie au Québec, veut vraiment garder cet opus anonyme parce qu'il craint effectivement des représailles
du clergé, étant donné la nature très particulière de la relation amoureuse qui est dans ce poème. La perte d'emploi. Comprenez l'idée, on en a plus une, on va voir ce que ça donne après, on va voir tout ça. La perte d'emploi. Un autre des conséquences, effectivement, d'une influence possible du clergé sur la littérature, c'est la perte d'emploi. On a déjà eu un cas tantôt avec Rodolphe Girard, avec Marie Calumet, qui a perdu son emploi. Il n'est pas le seul. Mais il y en a un autre aussi qui a perdu son emploi, et ça, c'est en 1959, pas 1800, 1959. Broussailles-Givré, par Guy Robert, le critique, va devenir un critique d'art très célèbre. Et Broussailles-Givré, c'était des poèmes qui étaient un peu tendancieux, érotiques, et il était prof de cégep à ce moment-là, à Gaspé. Et c'est des étudiants qui l'ont dénoncé, pas obligé de faire ça, qui l'ont dénoncé pour des raisons de moralité. Alors, on l'a congédié, puis on l'a barré dans tous les autres cégeps aussi. De sorte que sa carrière de prof de cégep s'est terminée là, mais sa carrière de critique d'art, elle, a été excellente. Mais c'est un cas de perte d'emploi, même en 1950. L'exil, ben là, il ne faut pas trop exagérer sur le mot exil, mais on sait que Portugal, après avoir écrit Refus global, a perdu son emploi à l'école du meuble et il n'a pas été exilé, mais on va dire que c'est expatrié. Ce serait peut-être plus juste. Expatrié en raison de ce contexte qui a suivi le Refus global. Ce sera d'ailleurs la même chose, on va le voir tantôt, là, avec le frère Hôtel, c'est l'insolence du frère Hôtel. Puis on lui a suggéré gentiment, après qu'il lui a écrit ça, d'aller faire un petit stage d'études à Rome pour quelques années. C'était une façon de s'en débarrasser et de l'amener ailleurs, parce qu'il était très, très gênant. Alors, exil, expatrié, mais vous comprenez que la création peut avoir cet effet-là sur le créateur. Mais il y a aussi des échecs. Parce que si on peut trouver beaucoup d'effets de la censure, finalement, on fait bien avant 45, aujourd'hui. Ben, c'est mieux de jaser, là. Là. Faut pas s'imaginer, par contre, que ça a toujours bien fonctionné, que ça a toujours été un succès. Bien au contraire, il y a eu quand même des ratés et il y en a eu plusieurs. Un des ratés, c'est l'effet boomerang. Encore Jean-Charles Harvey. Jean-Charles Harvey, ben, on peut le voir partout de l'exposition, il est là aussi. Jean-Charles Harvey a écrit en 1934 un roman qui s'intitule Les demi-civilisés. C'est un roman qui attaquait vertement là, les excès du clergé. Et encore une fois, chez Jean-Charles Harvey, où la sensualité ou la sexualité était très présente. Alors, le cardinal Villeneuve n'a pas du tout aimé le roman de Jean-Charles Harvey en 1934 et il l'a condamné 4 jours après sa parution. 4 jours, donc, en vertu des lois de l'index, il n'est pas bien l'index, mais 4 jours après, il a émis un communiqué public disant qu'il était interdit de lire, de prêter, de vendre, de posséder ce livre-là. Tu n'as même pas le droit d'y penser. Et donc, le cardinal Villeneuve condamne ce roman-là. Et fait perdre son emploi. Là, on a tout avec Jean-Charles Harvey. Fait perdre son emploi à Jean-Charles Harvey au journal Le Soleil. Et Jean-Charles Harvey se retrouve donc sans emploi en 1934. Par contre, et là, je vous rappelle qu'on est dans les échecs de la censure, par contre, le cardinal Villeneuve, lui, est dans le diocèse de Québec. Et son confrère dans le diocèse de Montréal a décidé de rien faire, de ne pas l'appuyer. Alors, l'éditeur, qui est Albert Pelletier, écrit à Alfred Desrochers, « Depuis l'interdiction du cardinal Villeneuve, j'ai vendu 700 exemplaires de demi-civilisés à Montréal, 140 hier et le reste cet avant-midi. Il ne me reste plus un seul exemplaire ici, un boom, une surprise, une réclame comme il ne s'en est jamais vu. Je me demande si, en conscience, je ne dois pas payer une commission au cardinal comme agent de publicité. » Alors ça peut tout à fait fonctionner de ce point de vue-là. Et Jean-Charles Harvey courait après l'index. Moi, tu connaissais Joël Bernier, c'était un de ses amis, qui lui a envoyé un télégramme après la condamnation du cardinal Villeneuve. Et le télégramme, c'était félicitations pour l'index. Comment dire, il avait atteint son but. Donc,
effet boomerang. La puissance commerciale aussi. Ça, c'est un cas intéressant où là, la censure n'a pas fonctionné. En 1942, la revue Life, qui est quand même pas bien, qui tire des millions d'exemplaires, publie un reportage, un photoreportage en 1942 sur le village de Saint-Fidèle. Et le curé, je pense que ça s'appelle le curé Imbeau qu'on voit là. C'est un reportage photographique de plusieurs pages. Mais c'est un reportage tendancieux. Les catholiques, on a des colons là-dedans, des arriérés. Les photos sont extraordinaires. C'est à voir, ça, je lis les numéros, là, et c'est ça, là. C'est clair qu'il y avait un message que Life voulait passer, et ce message, c'était que le Québec est the most unprogressive of the settled provinces, la plus arriérée des provinces au Canada. Alors, là, le clergé québécois et même canadien en partie est outré par cette image-là et veut. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il veut interdire, mais il ne peut pas. Ça vient des États-Unis. Puis il y a à peu près des millions d'exemplaires qui circulent partout. Alors, ils émettent des communiqués, mais c'est absolument inutile. Et même Jean-Charles Labbé va publier une partie de ce reportage dans son propre journal le jour. Alors, c'est un deuxième raté, c'est celui des grands nombres, celui de la logique capitaliste. J'ouvre ici une parenthèse pour dire que c'est à ce moment-là que commence à déferler aussi sur le Québec les crime comics venant des États-Unis. Et je pense que le virage majeur se produit à ce moment-là. Le clergé commence déjà à être dépassé par ce petit exemple qui est Life, par la loi du nombre, mais vraiment dépassé par les crime comics qui rentrent à pleine porte. Non pas qu'on arrive avec des caisses, mais on passe les pertes à la douane pour les réimprimer à Montréal ou surtout à Toronto et à Vancouver. Alors, ces crime comics font aussi partie de cette ineptie de la censure qui n'arrive pas à lutter contre la logique capitaliste et la logique du nombre. Donc, déjà dans les années 40, 45, le pouvoir clérical commence à avoir des fissures. Ce qui peut aussi nuire à la censure, c'est un éditeur entêté. Je parle ici d'un cas majeur, celui des insolences du frère Untel en 1960, un livre majeur dans la Révolution tranquille. Mon père, qui avait une quatrième année, qui était une personne très curieuse, intéressée, avait lu les insolences du frère Untel et ça l'avait bouleversé. Ça avait même un peu changé sa vie. Il a commencé à surveiller son langage un peu plus parce que c'est une attaque, entre autres, sur le choix, le langage désossé des Québécois. Et ça avait eu une belle influence sur lui. Et Les Insolences du frère Untel, c'est un best-seller presque instantané. 100 000 exemplaires se sont écoulés presque dans le temps de dire. Et Les Insolences du frère Untel, c'est comme vraiment une étape importante dans la littérature, dans l'essai en l'occurrence, dans l'essai Québec. Le frère Untel avait commencé à publier des articles dans le Devoir, à la demande d'André Laurando en 1959. C'est comme les prémices de ces insolences du frère Untel. Et Jacques Hébert, qui était le propriétaire des éditions de l'Homme à l'époque, il lui a suggéré d'en faire un livre. Hébert voyait la bonne affaire. Mais le frère Untel, c'est lui que j'avais là, c'est un frère mariste. Mais il se trouve que sa communauté n'est pas très contente de ce qu'il fait et veut bloquer l'impression de l'ouvrage Les Insolences du frère Untel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent chez l'éditeur Jacques Hébert, chez son imprimeur. Ils disent, on est prêt à payer toutes les dépenses que vous avez mises jusqu'à maintenant si vous arrêtez la publication des Insolences du frère Untel. Hébert s'en fout totalement. Lui, c'est un éditeur, puis enfin, il y en aurait beaucoup à dire sur Jacques Hébert aussi, sur la liberté qu'il a toujours animée. Lui, il se moque un peu des autres parce qu'il sait que c'est en train de se faire imprimer. Il entend littéralement les imprimeries qui tournent, qui sont en train de produire l'ouvrage. Donc, il y a savoir-être, tout simplement, en disant non, moi, je peux publier mon livre. Et effectivement, il a bien fait. Donc, c'est un éditeur entêté ici, Jacques Hébert, qui a arrêté une censure possible des Insolences du frère Untel. Et je n'ose croire, je ne réécrirai pas l'histoire,
Mais je n'ose croire ce qui serait arrivé si je réécrivais l'histoire, que les insolences du frère Intel n'eussent point paru. Beaucoup de ratés, finalement, j'en ai aucun des réussites. Mais ça, c'est assez particulier. C'est pas arrivé souvent, mais il faut quand même montrer les limites du contrôle clérical, pas juste c'est sur l'influence. Vous avez ici la réponse de la race de Lambert Kloss, qui est un pseudonyme. Et là, c'est un pseudonyme pour quelqu'un qui voulait effectivement se cacher. C'est un livre, on pourrait qualifier gentiment de raciste. Mais, voyez en bas, Québec, Jean-Marie Rodrigue, cardinal Villeneuve, qui imprimatur. Vous voyez le petit imprimatur. C'est que tout prêtre, et Lambert Kloss était un prêtre, tout prêtre qui publiait un livre, de quelque nature que ce soit, devait le soumettre au comité diocésain de censure. Ce comité disait au prêtre, oui, ton manuscrit peut être publié. C'est pour ça que dans les livres de l'époque, vous voyez nihil obstacle, qui veut dire rien n'empêche. Ça voulait dire que le comité de censure du diocèse avait examiné le livre, le roman, l'essai, et nihil obstacle, rien n'empêche la publication. Mais il fallait en plus l'imprimatur. Il y avait nihil obstacle, et ensuite l'imprimatur, et ça, c'est juste l'évêque qui pouvait l'accorder, à la lumière du rapport du comité de censure. On a quelques-uns de ces rapports-là dans les archives. Pas beaucoup, parce que ça se faisait, je pense, souvent de bouche à oreille, mais on a quelques-uns de ces rapports. Et là, vous avez donc l'imprimatur du cardinal Villeneuve. Mais c'est un faux imprimatur. Lambert Kloss a complètement bourré le clergé, qui lui-même est un prêtre, avec un pseudonyme et avec un faux imprimatur, de telle sorte que le clergé est obligé de condamner cet ouvrage-là pour cette raison de contournement assez particulier de la censure. Mais il n'est pas le seul. Lionel Groulx, quand il publie L'Appel de la race, en 1922, je ne sais pas si vous connaissez, L'Appel de la race, qui est un roman quand même important à sa manière, n'a pas demandé du tout la permission du clergé, il a payé être mis à l'index. Imaginez Lionel Groulx mis à l'index. Où s'en va le Québec? Alors, vous avez donc là aussi un autre exemple de raté, mais cette fois-ci de l'intérieur, si on peut dire, avec ce cher Lambert Kloss. Il m'est arrivé de tenter de définir la censure. Je pense que j'ai viré la crêpe 50 fois à l'envers. Elle doit être cuite ou brûlée, je ne sais plus. Mais il m'est arrivé d'essayer de définir la censure, puis c'est toujours avec une grande insatisfaction que je terminais mes élucubrations théoriques. Peut-être au moins qu'il y a une chose à travers ça, c'est qu'on n'ira nulle part si on commence à tenter de définir la censure en disant la censure est. Je pense qu'on vient juste de se planter. C'est un peu comme dire la littérature est. Et on dit plus ça, on peut même dire, pas grave, vous ne serez pas censuré, mais on est beaucoup plus tenté aujourd'hui de définir la littérature non pas comme une essence, mais comme une existence. C'est-à-dire, il y a littérature lorsque certaines conditions sont, excusez le mauvais syntaxe, sont rencontrées. C'est la définition conditionnaliste de la censure, dirait un certain Gérard Genette. Et ça, c'est au moins une chose dont je suis à peu près certain, c'est que si on commence à définir la censure du genre essentialiste, la littérature est, je pense qu'on n'ira pas très loin. Il faut quand même examiner les conditions d'exercice de la censure. Hors de ces conditions-là, il m'est arrivé aussi de définir deux types de censure, qui sont des conditions d'exercice de la censure. Écoutez, ce n'est pas la fin du monde, là, mais je pense que des fois, ça permet au moins de comprendre. La première, c'est la censure institutive. Cette censure institutive, c'est celle dont je vous ai parlé depuis 30-35 minutes. C'est celle, effectivement, qui est fondée sur les institutions, l'index, la revue lecture, une censure institutive. C'est une censure, c'est la censure la plus facile à identifier quand même parce qu'elle laisse des traces. D'ailleurs, son paradoxe total, c'est qu'elle doit montrer pour cacher, on en a vu assez d'exemples tantôt, elle doit montrer par suite cacher, mais il est déjà trop tard, elle a montré. Mais ça nous permet au moins de savoir qu'elle existe. On l'a vu, on en a des traces.
Cette censure institutive, je dirais que c'est... Non, je vais là-dessus. Je vais là après. La deuxième, c'est la censure constitutive. Celle-ci, j'en vois un bel exemple dans le 1984 que je ne cesse de relire. Censure constitutive. Dans 1984, d'Orwell, le narrateur, le personnage dit « Il n'y avait plus de loi ». Et pourtant, ils sont tous englués dans des lois. Il y a une constitution sensoriale, presque consubstantielle à la société, qui fait en sorte que tu n'as même plus besoin de loi. C'est ce que j'appelle la censure constitutive. Et il m'est arrivé de prétendre que cette censure-là a atteint son sommet au Québec en littérature dans les années 20-30. On en fait beaucoup état de la censure institutive au 19e siècle, les luttes contre l'Institut canadien, mais contre les journaux. Mais en 1925, 30, 35, 40, je pense qu'il s'est institué en littérature en raison de tout un appareillage dont je n'ai pas le temps de parler, une censure constitutive, une censure qui vraiment constituait l'écriture des écrivains. C'est donc pour moi le sommet de la censure cléricale, ce n'est pas au 19e siècle, c'était à ce moment-là. C'est ce que Victor Barbeau appelait, en parlant des critiques, des douaniers de la littérature. C'est-à-dire qu'il fallait passer une sorte de douane symbolique pour arriver en littérature. Et c'est ce que j'essaie de comprendre par la censure constitutive. La censure constitutive, la censure institutive, c'est celle que l'on peut penser. Parce qu'on la voit, elle existe, l'index. La censure constitutive, c'est tout le contraire, c'est la censure qui nous pense. On ne peut pas la penser, elle nous pense à la place. Et donc, toute la difficulté à cet égard-là, c'est de réussir à la nommer, à la faire résister. De ce point de vue-là, je vous donne un dernier exemple et je termine là-dessus. Un summum pour moi de censure intériorisée, si vous préférez, constitutive. Bon, bien. Je vais donner le contexte. Là, j'ai le temps de donner le contexte. En 1929, Louis Dantin, toujours mon ami Louis Dantin, j'en parle pas non plus. Louis Dantin écrit à Alfred Desrochers, le poète national de l'Estrie à l'époque, pour lui proposer un cadeau qui est les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, un cadeau de Noël. Alfred Desrochers répond à Louis Dantin, ce serait vraiment gentil de votre part, mais il faudrait que je vérifie avant s'il est à l'index. Louis Dantin va lui faire un cadeau en privé. Alfred Desrochers se targue d'être un esprit libre. Il en était aussi à certains égards. Mais il est incapable de recevoir un cadeau de son ami Louis Dantin par la poste parce que ce livre serait peut-être à l'index alors que personne ne le saurait. Donc, si ça, ce n'est pas de la censure intériorisée, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Louis Dantin, courroucé par ça, écrit ce qui suit, et je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut pas avoir, écrit ce qui suit, son ami Desrochers. Il ne me viendra pas l'idée, par exemple, de me moquer de vous, parce que vous avez scrupule à lire les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Mais je puis bien, avec cela, haïr l'obscurantisme qui vous le défend. Et je me demande comment, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est le cœur de notre propos aujourd'hui, la littérature a-t-elle vraiment, la censure a-t-elle vraiment influencé la littérature? Et je me demande comment, dans le domaine de l'art littéraire, un esprit ne peut jamais atteindre à son complet développement enserré dans ses bornes s'étouffant. Il faut sûrement plus que du génie pour pouvoir s'isoler ainsi de toute la tradition des siècles. Croyez-vous vraiment qu'on puisse se passer de toute cette éducation intellectuelle et de devenir un écrivain? Et c'est là-dessus que je vous laisse. Peut-on devenir un écrivain dans les conditions? J'ai essayé d'écrire pendant 40 quelques minutes. À vous de répondre à la question, je vous remercie de votre attention.